cauchemardesque, un réveil des plus pénibles. Oui, il nous a fallu beaucoup de force, beaucoup de courage pour être là ce midi à la présentation de cette émission de droit des réponses. Face à cette autre horreur, à cette autre atrocité, à cette autre barbarie qui vient de frapper le Cameroun, cette date du samedi 24 octobre 2020 sera à coup sûr gravée en lettres de sang dans l'histoire de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans l'histoire politique de notre très cher et beau pays. Des enfants partis de chez eux à la recherche du savoir. Des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui ne demandaient qu'à obtenir un des droits fondamentaux, le droit à l'éducation, qui ont trouvé la mort dans leur salle de classe, dans leur école, assassinés par des barbares. Pourquoi? Au nom de quoi? Dans quel intérêt? Non. 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 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Droit des réponses. Droit des réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Radio, Equinox Télévision, qui fait le round-up des principaux sujets ayant retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'affaire de la taxe sur les téléphones portables, notamment le rétropédalage du gouvernement. Pour reprendre les termes du journal Émergence, Paul Biya dit le tabloïd demande de surseoir à la mise en œuvre de la mesure controversée. Dans la même lancée, la Nouvelle Expression note que le gouvernement bat en retraite. Le président de la République précise le journal du Carrefour Equinox Abonakwamouan a renvoyé à plus tard l'entrée en vigueur de la taxe numérique sur les téléphones portables après la levée de bouclier, observe le journal, de toutes les couches de la société camerounaise. Ainsi, conclut Expression économique, Paul Biya déconnecte Minette Libon-Liken et instruit de trouver un mécanisme plus approprié pour collecter les droits de douane par voie numérique. Le quotidien, Le Messager, semble plus préoccupé par la forme de l'instruction présidentielle. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, écrit au secrétaire général des services du Premier ministre avec copie au ministre des Finances et au ministre des Télécommunications pour lui dire au Premier ministre que le président de la République a dit qu'il faut surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Le journal de la rue des Écoles à Akwa n'y voit ni plus ni moins que la manifestation de la bataille de longs couteaux pour le contrôle de la succession du chef de l'État à la magistrature suprême. Question: quelle peut être la valeur d'un tel document en droit administratif? Une circulaire présidentielle, si elle en est une, peut-elle suspendre l'exécution d'une loi régulièrement adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République? N'y a-t-il pas conflit d'autorité ou de compétence? Qu'est-ce qui a empêché le président de la République d'instruire directement le Premier ministre en lui écrivant? Le chef de l'État n'est-il pas subtilement en train de passer la main au secrétaire général, à la présidence de la République? N'est-on pas en droit de conclure que ce sont ces batailles de succession dont parle le quotidien Le Messager qui peuvent justifier la frilosité au sein du sérail et expliquer directement ou indirectement certaines dérives autoritaires dont parlent certaines organisations internationales ces jours-ci? Le journal Émergence indiquait cette semaine, on s'en souvient, que l'ONU condamne le Cameroun pour le musellement de l'opposition. Le quotidien Le Jour est plus précis. Human Rights Watch demande la libération des personnes encore en détention. Dans la même veine, le journal interroge le sort des personnes interpellées dans le sillage des manifestations du 22 septembre dernier. Maurice Kamto est toujours bloqué chez lui, observe le journal d'Aman Mana. Le confrère Le Messager ajoute que le leader du MRC est séquestré depuis un mois et interdit de visite. La délégation du MRC, partie rendre visite à son président jeudi dernier, a été refoulée à l'entrée de sa résidence. Question: un homme en résidence surveillée n'a-t-il pas droit aux visites?
Cette question, comme beaucoup d'autres, nous les poserons à nos invités sur le plateau de droit des réponses de ce dimanche. Maître Désiré Sikati, bonjour. Bonjour Duval, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi. Bonjour également à ceux qui nous regardent. C'est avec le cœur lourd et la voix qui me manque que je prends la parole au cours de cette émission. Après la tragédie que notre pays a vécue hier à Kumba. C'est pénible. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes condoléances aux familles des victimes et également me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que le véritable problème, c'est pas seulement de laisser couler les larmes, mais c'est de se demander comment faire en sorte que pareille situation ne se reproduise plus. On a connu le massacre de Garbou. Aujourd'hui, on est en train de pleurer ces enfants de Kumba. Il me semble que c'en est trop et que au-delà des divergences partisanes, nous devons faire preuve d'humanisme et se demander si la responsabilité de ceux qui sont habilités à diriger la société n'est pas d'assurer la sécurité de tout le monde, n'est pas d'assurer la paix. Donc je voudrais me poser cette question et souhaiter tout simplement que nous ayons une bonne émission. Marlise Dolabel, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci de m'avoir convié. Je tombe sur un sujet qui n'est pas facile, qui n'est facile pour personne. En tant que communicante du RDPC, je suis sans voix face à ce qui vient de nous frapper. Je pense que c'est toute la République qui est en deuil. Les drapeaux sont en berne. Et pourtant, la vie va suivre son cours. Mais comment est-ce que la vie peut reprendre son cours pour ses parents affectés, pour ses voisins affectés, pour cette ville meurtrie? Comment on va faire? Comment est-ce que ces parents vont pouvoir dépasser le spectacle qu'ils ont vécu? Comment si j'étais le chef de ce plateau, j'aurais souhaité qu'on n'ait que ce seul sujet, parce que pour faire ce deuil, il va nous falloir beaucoup de comment, beaucoup de pourquoi, et surtout, dit Maître Sikati, comment arriver à arrêter ce qui se passe actuellement dans notre pays. Marlise Dolabel, vous êtes militante du RDPC. J'introduis également sur ce plateau Maître Moustapha Ngwana. Bonjour. Bonjour Duval, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. À la suite des précédents panélistes, je voudrais dire toute la peine qui est mienne et la compassion émue qui m'habite en ce moment au regard du drame, on ne peut plus inexplicable, qui s'est déroulé à Kumba hier et qui, de mon point de vue, interpelle même notre humanité, notre capacité à pouvoir nous revendiquer comme appartenant à l'espèce humaine. On ne peut plus grave. J'avoue que je suis souvent disert, mais les mots me manquent en cette triste circonstance. Ce serait également l'occasion pour nous de crever éventuellement l'abcès au cours de cette émission, parce qu'il faudrait qu'une solution définitive soit trouvée à la crise anglophone, parce que, comme disait quelques-uns de mes amis, comme m'a dit un de mes amis ce matin, on a le sentiment que l'escalade va être encore pire ici si une solution définitive n'est pas trouvée. Il a utilisé une expression, il dit que c'est comme si c'était les entraînements. Parce qu'on se rend compte que c'est très grave quand même qu'on arrive à avoir le courage de s'attaquer aux enfants, aux innocents. Et rien, je dis bien rien, ne peut justifier qu'une telle barbarie puisse se perpétrer. Quel que soit le motif, le mobile qui habite ceux qui ont agi, je puis dire qu'ils ont déjà tort. Pas le seul fait de s'être attaqué à des innocents, à des enfants qui étaient en quête de savoir,
Et c'est aussi l'occasion de dire à tous ces leaders sécessionnistes qui pensent qu'ils pourraient avoir gain de cause en empêchant les enfants d'aller à l'école que je m'inscris totalement en faux. Les enfants doivent pouvoir bénéficier de l'éducation parce qu'il y en a qui, depuis 4 ans et bientôt 5 ans, ne vont pas à l'école. Lorsque la guerre, parce qu'elle finira bien un jour, s'arrêtera, ce sera une génération de perdus. Donc il faut absolument que le gouvernement de la République puisse apporter une véritable solution au problème qui est connu, celui de la crise anglophone. Donc j'ai le cœur très lourd. J'espère qu'au cours de l'émission, nous pourrons donner notre point de vue sur le sujet. Allez à Jacques Taès. Edmond Kangia, bonjour. Duval Fangwa, comment répondre à votre bonjour après les événements survenus samedi à Cuba? Je n'ai pas le temps des salutations ce jour, contrairement à mes habitudes, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Ce qui s'est passé samedi à Kumba a été innommable, odieux, insoutenable, incompréhensible. Au fond de mon cœur gronde une rage que je ne saurais exprimer, que je ne saurais vous décrire. Parce que ce sont des enfants qui ont été froidement assassinés. 6 enfants ont trouvé la mort après des actes de violence d'individus sans scrupules, d'individus sans cœur qui sont arrivés dans cet établissement scolaire pour leur ôter la vie. Et je tiens à souligner que 7 autres enfants sont dans un état grave au moment où je m'adresse aux téléspectateurs de droit de réponse. Comment ne pas vous exprimer la haine, des ressentiments profonds qui animent tout parent camerounais, tout parent tout court africain, tout parent dans ce village planétaire, quand il assiste, quand il apprend que des enfants innocents qui sont simplement allés à l'école pour apprendre des connaissances, pour le savoir, ont été froidement assassinés. Comment ne pas dire la douleur que nous ressentons, pas seulement en tant que citoyen, pas simplement en tant que parent d'élève, mais en tant qu'être humain, parce que nous sommes atteints dans notre propre dignité d'homme. Nous sommes atteints parce que nous avons encore en nous le sens de l'humain. Ceux qui l'ont fait, pourquoi l'ont-ils fait? Why? Pourquoi? Autant de questions qui vont se poser, qui comptent au fond de l'analyse politique que je suis. Je crie ma colère, mon ras-le-bol, pas simplement ma révolte. Parce qu'on aurait pu éviter ça. Ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans que sur ce plateau, nous demandons aux parties belligérantes, et particulièrement au gouvernement, qui a la responsabilité en tant qu'institution qui doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Je parle de l'État et du chef de l'État, qui n'aurait jamais dû laisser faire ce qui s'est passé à Kumba. Parce que ça nous rappelle Ngabou, où 24 personnes sont décédées, tuées, ont été massacrées. Et nous l'avons dénoncé ici sur ce plateau. Nous avons recommandé une enquête, et une enquête nous a donné raison. Et tout le monde sait ce qui s'est passé en Ngabou, où des femmes enceintes, des enfants ont été assassinés. Et vous savez qui les avait assassinés? Ceux de Ngabou. Pour Kumba, nous recommandons encore une enquête pour que l'on sache qui a pu faire ça. Pour savoir ces êtres inhumains qui ont privé des enfants de la vie. Voyez-vous, quand nous avons publié les images, pour ceux qui ont suivi les émissions à Equinox depuis hier soir, des reportages sur le terrain, toute la soirée,
jusqu'à 23h25. Nos correspondants sur place ont rendu compte de ce qui se passait. Nous n'avons vu aucun ministre de la République. En tout cas, on n'a pas vu le ministre des enseignements secondaires. On n'a pas vu le ministre de l'éducation de base. On n'a pas vu le gouverneur de la région du Sud-Ouest. On a certes vu quelques autorités. Mais que valait la présence de ces autorités administratives face à ceux qui auraient dû être là? Nous savons ce qui s'est passé en France. Lorsqu'un enseignant a été assassiné, décapité, on a vu Emmanuel Macron au devant de la scène, tous les jours, jusque très récemment, dit non. Et le peuple français dit non. Nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas en France. Nous devons copier les bons exemples. Il faudrait que le gouvernement, l'État du Cameroun, soit un peu plus prompt à écouter le peuple camerounais quand il est dans le désarroi. Je disais bien, ça fait 4 ans que nous avons recommandé des solutions à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne nous a pas écoutés. Non seulement on a arrêté les membres du consortium pour aggraver la situation en laissant la place aux extrémistes, aux sécessionnistes, aux séparatistes qui ont gagné du terrain, mais lorsqu'il a fallu trouver des solutions aux problèmes, on a donné des solutions qui ne correspondaient pas au fond du problème, parce que la crise est éminemment politique. Pendant combien de temps les enfants innocents vont encore être assassinés dans le nord-ouest et le sud-ouest, en Garbou comme à Kumba? Combien de temps cela va durer? Il faudrait que des centaines et des milliers d'enfants soient assassinés pour que le gouvernement réagisse avec toute l'efficacité que cela convient. Non, je voudrais dire que la solution n'est plus et n'a jamais été militaire. Parce que si la solution était militaire, on en serait sorti. On tourne en rond. Je voudrais dire, M. Fangwa, que je me demande si nous sommes encore dans un pays gouverné. Parce que quand on est dans un pays gouverné, cela ne peut pas se passer ainsi, de manière répétitive. J'ai mal du Val-Fangwa. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage de regarder mes propres enfants en face. Parce que quand je les ai regardés avant de sortir ce matin, j'ai pensé à ces enfants assassinés. Ça aurait pu être les miens, ça aurait pu être les vôtres. Je comprends votre colère et votre cri de cœur, Edmond Kamgia. Et je le comprends d'autant plus que moi également, au-delà de ce que je fais, chez Equinox, je suis enseignant. Et enseignant au collège Liberman. Je me demande comment je regarderai ces enfants demain matin en arrivant à l'école. Donc là, j'imagine que j'aurais pu être là, devant eux, quand ces barbares sont arrivés pour assassiner ces enfants. 9 ans, 10 ans, 11 ans. Maître Moustapha Ngwana, il y a eu une Garbou le 14 février 2020. Une vingtaine de personnes, dont une femme enceinte, assassinée, brûlée. Aujourd'hui, il y a Kumba. Et entre-temps, il y a eu d'autres atrocités. Je ne voudrais pas rappeler le cas de l'assassinat d'un bébé appartenant à la nommée Martha. C'était le 20 mai 2020. Il y a le cas de cet enseignant, Olivier Wundai, qui a été décapité. C'était le 21 mai 2019. Il y a encore ces images de Florence Ayafort, cette gardienne de prison, qui a été assassinée, le corps traîné sur plusieurs mètres. C'était le 29 septembre 2019. Là, est-ce qu'on n'a pas franchi le Rubicon, Maître Moustapha Ngwana? Je crois que nous avons franchi le Rubicon il y a très longtemps. On a franchi le Rubicon il y a très longtemps parce que chaque mort est une mort de trop. Je crois que la République ne peut pas se permettre de perdre ces bras valeureux, parce que la plupart de ces personnes que vous désignez là sont des personnes qui sont mortes carrément à la fleur de l'âge. Donc on a de mon point de vue franchi le Rubicon il y a très très longtemps.
Mais malheureusement, ce qui m'énerve le plus, c'est l'incapacité que nous avons, nous, les francophones, à pouvoir mettre en perspective notre capacité d'indignation. Parce que j'ai le sentiment que si les événements du nord-ouest et du sud-ouest perdurent tel que c'est le cas aujourd'hui, c'est également dû à l'inaction des Camerounais de la zone francophone. Parce qu'on a le sentiment que cette crise serait une crise qui affecterait au plus fort seulement les anglophones. Pourtant, nous tous, nous payons le prix fort. Peut-être que c'est le phénomène que vous appelez, vous les journalistes, de mort kilométrique. Mais il faut que les francophones, les Camerounais d'expression francophone, puissent comprendre qu'il faut absolument que nous puissions tous ensemble mettre les mains dans le cambouis pour qu'une solution définitive soit apportée à la crise anglophone. Il y a eu un délitement du sentiment de l'État-nation, de cette capacité pour tous les Camerounais à pouvoir vivre ensemble. C'est que ça légitime à bien des égards la position de certains anglophones qui estiment qu'ils ne doivent plus rester dans cette union que nous avons scellée depuis 1961. Il faut que les francophones puissent également s'indigner. Il faut que les francophones puissent participer à l'effort de construction nationale. Parce que je crois que les combats malheureusement, qui sont menés par les anglophones aujourd'hui, est en train d'être dévoyé par les extrémistes de tous les camps. Parce que j'appartiens à une formation politique pour qui le fédéralisme est la panacée. C'est le remède, je ne vais pas dire remède miracle, c'est le remède qui peut résoudre de manière définitive la crise anglophone. Pour un pays comme le nôtre, qui est un pays, j'ai envie de dire, multiculturel, avec une diversité sociologique importante, il est absolument nécessaire de pouvoir tendre l'oreille aux revendications qui sont formulées par les anglophones. Quand vous dites qu'on a franchi le Rubicon, vous ne croyez pas si bien le dire. C'est depuis fort longtemps. Honorable Marlise Bell, le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, a réagi dans un communiqué où il affirme que cet acte ignoble a été perpétré par des bandes armées terroristes sécessionnistes à Fiango, à Koumba, c'est dans le sud-ouest. Le bilan, on l'a indiqué, 6 décès, 6 personnes, 6 jeunes enfants assassinés, des enfants entre 9 et 12 ans, 13 blessés, dont 7 dans une situation extrêmement grave. Il a relevé le communiqué du ministre de la Communication que le complexe scolaire privé Mother Franciscan International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021 et ainsi et à l'insu des autorités administratives compétentes. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce complexe n'a pas pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé. Le gouvernement, dans ce communiqué, refute donc catégoriquement toutes les allégations mensongères tendant à imputer sans scrupule à nos forces de défense et de sécurité dans cet acte ignoble. Et dans la chute de ce communiqué, on peut dire que le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense a été instruit de diligenter une enquête pour rechercher les coupables de ces atrocités. Que vous inspire, quel commentaire vous inspire cette sortie du gouvernement après ce massacre de Koumba? S'il vous plaît, vous allez, je me suis ressaisie, vous allez me donner l'occasion de rendre hommage à nos enfants parce que pour faire le deuil, il faut pleurer. Et permettez-moi de partager avec vous mon cri. Oui, comme une bantou, je lance jusqu'au ciel, les bras levés vers Dieu, notre Père, les pieds plantés profondément dans la terre de mes ancêtres. Je lance un cri. Et je veux partager ma complainte que voici. Si les Douala disent Mouna, si les Bakoko disent Mon, les Bassad disent Moine, les Baham disent Mou, si en français nous disons mon enfant, mon bébé, si en anglais nous disons my child, my baby, my darling,
quelle que soit la langue que nous empruntons, nous les mamans du Cameroun, nous sommes toutes déchirées par le cri criminel qui part de notre utérus déchiré, qui part au profond de nos entrailles pour interpeller ces méchants. Mes petits-enfants, mes bébés, mes mounas, reposez en paix. Mes petits-enfants, mes bébés, mes mounas, le président de la République et le peuple du Cameroun demanderont les comptes. Ces méchants papas, ces papas sans cœur, ces papas fous qui vous ont ôté la vie auront à répondre de leurs actes. Devant le Créateur, certes, mais avant, ils répondront devant les hommes. Reposez en paix, les mounas. Maintenant, je voudrais revenir à votre question. Sur le commentaire que vous suggère cette sortie du gouvernement, Oui. la toute première après. Moi, tout à l'heure, notre consultant bien-aimé a dit qu'il n'a pas su ce matin regarder ses enfants. Mais je pense qu'il a raison. Il a raison parce que son discours participe à créer les situations que nous connaissons. Parce que le danger de cette histoire, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a un acte grave, nous essayons de l'éluder ou alors de le minimiser ou alors de l'expliquer parce que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il devait faire. Mais non, pour l'instant, nous nous arrêtons. Parce que ce qui s'est passé, tout comme pour Ngarbou, nous arrêtons pour dire que non, c'est pas possible. Mais on ne justifie pas. Il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien qui puisse expliquer que des hommes normaux prennent des armes blanches et assassinent des enfants. Alors, une fois que M. Kamgia a pleuré, ça a duré peut-être 2 minutes, pendant 10 minutes, il a raconté comment le gouvernement est responsable de ce qui vient de se passer. Non, M. Kamgia, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que ces personnes qui vous écoutent et qui pensent mener une guerre légitime et qui pensent qu'ils sont dans leur droit de porter l'arme contre leurs frères, ils pensent que vous leur donnez raison. Vous les comprenez. Vous comprenez pourquoi ils peuvent en arriver là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, M. Kamgia. Donc, pour moi, ce qu'a dit le ministre Sadi est clair. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, commencer à se poser la question de savoir qui est l'auteur de cet acte. Sénèque, le Romain que nous connaissons tous, a dit: à qui profite le crime? Oui, pourtant, lorsqu'on parcourt effectivement ce texte-là, il y a déjà comme une sorte de polémique qui transparaît. Le gouvernement dit nous refutons catégoriquement les allégations mensongères qui tendent à imposer de sécurité. Oui. Et dans la chute dit le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense a été instruit de mener des enquêtes pour déterminer les coupables. Mais je pense que c'est classique. Quelle que soit la situation, je pense que pour être dans les normes et dans les standards, il faudra quand même une enquête. Mais il y a déjà Ayoub Tabé qui a indexé quelqu'un, je ne sais pas si c'est un fake, mais nous avons tous vu le document qui est attribué à Ayoub Tabé qui dit que c'est Ikome qui est responsable de cela et pas les membres de son gouvernement. Donc, à partir de ce moment-là, nous savons tous. Et puis, à qui réellement, si on veut réfléchir 2 secondes, à qui profite ce crime? Au gouvernement qui se bat pour que les enfants reviennent à l'école, au gouvernement qui se bat pour reconstruire, au gouvernement qui veut convaincre de ce que son action est porteuse. C'est le gouvernement qui va poser un acte qui va déstabiliser tout l'environnement. C'est pas possible. Je pense que décemment, sans exagération, sans passion, nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons que c'est un acte terroriste. Et que pour cette raison-là, et rien que pour cette raison-là, nous devons d'abord nous arrêter et dire à nos frères qu'ils commencent à aller trop loin. Maître Désiré Chikati, après avoir fait le deuil, il faut bien qu'on cherche à savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment éviter à l'avenir? Mais on n'a pas encore fait le deuil. L'affaire s'est passée quand vous avez déjà fait le deuil. Je vois que vous êtes tous en noir, non? Mais je pense qu'on a le devoir de mettre les couleurs qui peuvent scier à l'événement. Je ne suis pas persuadé qu'il faut forcément attendre le moment de l'inhumation de ces jeunes enfants pour porter le noir.
Ce qui est certain, c'est qu'on est en deuil. Vous savez, Monsieur Duval, moi, je ne suis pas un enquêteur. Je n'ai pas les moyens de savoir qui est à l'origine de ces massacres-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des jeunes enfants qui ont été tués. Et la véritable question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'on doit se contenter de faire couler les larmes et attendre que demain ça se reproduise, ou bien à défaut, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Comment faire pour que ça s'arrête? Parce que le vrai enjeu, c'est ça. Le vrai enjeu, c'est ça. Tout à l'heure, Maître Ngwana a dit quelque chose que je ne partage pas. C'est-à-dire, il a semblé dire que la crise anglophone perdure parce que les francophones ne démontrent pas leur sentiment de solidarité. Entre autres. Entre autres, oui. Je pense que vous avez tort de dire ça parce que vous savez très bien qu'on est dans un pays où le droit à l'expression des opinions individuelles est totalement interdit. Je veux dire, du moins, l'expression publique. Et vous savez également que si l'occasion était donnée à chaque Camerounais francophone d'exprimer publiquement son sentiment par rapport à la crise anglophone, je peux vous assurer que 99% des francophones diraient qu'ils ne sont pas contents de la façon dont cette crise est gérée par le gouvernement. C'est-à-dire que le recours à la guerre n'est pas le moyen par lequel la crise anglophone doit prendre fin. Vous savez aussi, je dois vous dire, au-delà du fait que je suis très attristé, comme la quasi-totalité de nos compatriotes, par les images qu'on a vues, par la cruauté de ces images-là, quand on voit l'état dans lequel se trouvent les cadavres et même les personnes blessées, on a envie de se poser la question de savoir, ces gens qui ont fait ça, est-ce que ce sont des humains comme nous? Mais il faut aussi se résoudre à une autre équation. Est-ce que dans un environnement de guerre, est-ce qu'il appartient à une partie belligérante de dire à l'autre partie belligérante comment elle va se comporter? Parce que quand j'écoute Madame Douala Bell, j'ai l'impression que elle pense que le régime a la possibilité de se positionner en conseiller armé des séparatistes. Dans toutes les guerres, on sait qu'il y a des dérives. Lorsque vous vous engagez déjà dans une guerre, sachez qu'il y aura des dégâts collatéraux importants. Donc la meilleure chose qu'il faille faire, c'est d'éviter la guerre. Lorsque la possibilité de régler la crise autrement se présente. Vous savez, moi je suis révolté. Vraiment révolté parce que on se souvient que le président Biya a déclaré la guerre. Il a dit que le régime allait faire la guerre aux séparatistes. Tout le monde l'a écouté. Ça veut dire que le Nozo aujourd'hui est une zone de guerre. Mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait que l'on autorise les enfants à retourner à l'école sans s'assurer que l'armée a les moyens de protéger ces enfants-là dans les écoles? Non, mais attention, il y a la réponse à votre question dans le communiqué du gouvernement. Non, il y a pas... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, je vais juste vous relancer, vous allez... Non, laissez-moi finir parce que justement, je devais en venir. Okay. Lorsque j'écoute monsieur le ministre de la Communication dire que le gouvernement n'était pas au courant de l'existence de cette école, moi, je suis vraiment ahuri. Parce que le processus de création d'une école au Cameroun est connu. Il y a des agréments qui sont délivrés. S'agissant d'un établissement d'enseignement primaire, il me semble, il y a des agréments, en tout cas que ce soit primaire ou secondaire. Il y a une autorisation de création. Il y a des agréments, des autorisations. Puis une autorisation de fonctionnement. Il y a des autorisations administratives qui sont délivrées par les autorités administratives. Ça veut dire que je vois mal les responsables de cet établissement scolaire qui est situé à Kumba commencer à exercer sans que le délégué départemental de la même soit au courant. Et en plus, l'établissement moderne Francisca se trouve pratiquement en plein centre-ville de Kumba. L'école a repris au début de ce mois. Ça veut dire que ça fait pratiquement 3 semaines que les enfants vont à l'école. Je suppose que les membres du gouvernement, du moins les ministères en charge de ce département-là, n'étaient pas au courant de ce que l'école avait ouvert, mais il me semble quand même que après 3 semaines, lorsqu'une école, même clandestine, ouvre, tout le monde au courant. On a souvent vu des décisions du ministre des enseignements secondaires, de l'éducation de base, qui fermaient certaines écoles après la rentrée. Donc, le ministre de la Communication veut nous faire croire que cette école était une école clandestine. Et c'est pourquoi je dis ça, c'est du sadisme. C'est-à-dire vouloir à tout prix se justifier dans toutes les circonstances. Nous savons tous que dans une zone de guerre, les activités ne peuvent pas se dérouler de façon normale. Et nous savons également qu'en dépit des capacités de l'armée camerounaise, il n'est pas possible de mettre un militaire ou bien un policier derrière chaque citoyen.
personne ne peut me prouver le contraire. Donc, dès lors qu'on est d'accord sur ça, je pense que nous devons nous poser la question de savoir si l'action militaire a ces limites-là et que les populations civiles doivent quelquefois souffrir. Pourquoi ne pas mettre sur pied un autre moyen pour assurer une paix durable? Il me semble quand même que la Constitution est claire. La Constitution dit qu'il appartient au gouvernement, au président de la République, de veiller à la sécurité des personnes. Ça veut dire qu'avant d'autoriser le retour des enfants à l'école, on doit s'assurer, surtout en zone de guerre. Pas oublier, il s'agit d'une zone de guerre. On ne peut pas amener les enfants à retourner à l'école sans leur donner des moyens sûrs pour leur sécurité. Et c'est là où je dis, le gouvernement a failli. On ne peut pas aujourd'hui obliger les Camerounais à se contenter seulement de larmoyer. Tout le monde est peiné par cette situation-là, mais moi j'ai envie d'aller au-delà de la peine. Parce que si on ne le fait pas, ça va se reproduire demain. Ce complexe a lancé ses actions en 2021 à l'insu des autorités administratives compétentes et n'a pu bénéficier des mêmes mesures de protection scolaire du département de la Mémé. Mais attendez, je pense que vous êtes en train de relire un extrait de ce que j'ai commenté. Invraisemblable ce que le ministre de la Communication dit. C'est invraisemblable tout simplement parce que cet établissement a certainement des documents. Et nous savons très bien la législation en matière d'éducation au Cameroun. Si vous êtes un établissement clandestin, l'administration ferme. On l'a souvent vu. Même au début, vous savez, depuis des années, au début de chaque rentrée scolaire, les établissements scolaires clandestins sont systématiquement fermés. Il y a eu ça. Je pense qu'il ne faut pas. C'est pourquoi souvent, c'est ceux qui ont... Moi, je ne veux pas rentrer dans le jeu d'attribution des responsabilités. J'ai dit, lorsque on a dans un premier temps indexé un groupe de belligérants, mais par la suite, on a vu que ce n'était pas ça. Donc, pour le moment, moi, je préfère prendre du recul et attendre le résultat des enquêtes. Mais nous pouvons ne pas commenter la situation de ces enfants qui sont morts. Quel que soit, je dis bien, parce que moi je constate que si jamais il y avait eu une autre ouverture pour le règlement de la crise anglophone, nous parlons tous ce dialogue. Je pense que c'est un tintamarre qui, depuis 2000, tous les Camerounais aient pris de bonnes... Nous parlons. Si aujourd'hui, le gouvernement doit se radicaliser en prétendant qu'il est avec son droit de se braquer contre les propos viables en termes de sécurité des personnes et des biens. Parce que se dialoguer avec des gens, alors qu'en retour, vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité des personnes qui coûtent des exactions de la guerre, je pense que le gouvernement n'est pas en train de faire son travail. Edmond Kamgia, je ne sais pas les autres réactions du gouvernement à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il y a eu d'autres réactions, notamment des représentations diplomatiques de l'Union africaine. Il y a l'ambassadeur de France au Cameroun qui a réagi. Il y a l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui a écrit. Je ne sais pas si vous avez parcouru ces réactions, mais on note que ces chefs de mission diplomatique adressent leurs condoléances aux familles et non au gouvernement. Il me semble que très souvent, dans les usages, en pareille circonstance, ils adressent leurs condoléances au gouvernement de répercuter ces doléances-là aux familles. Est-ce que c'est un détail? C'est un détail très important en matière diplomatique. Mais avant de répondre à cette question, je vais quelle première sortie quand j'ai dit que la crise n'est et ne sera jamais militaire, la crise anglophone. C'est parce que je pense que nous avons affaire à un problème et que la solution parle d'une solution politique, c'est parce que pendant 4 ans sur ce plateau, nous n'avons cessé de marteler l'idée selon laquelle il faudrait que les partis concernés s'assoient autour d'une table, en discutent dans la sérénité et parviennent probablement soit à un consensus, soit à une véritable solution qui permet de ramener le cessez-le-feu et puis le règlement du
l'aspect politique. C'est parce que nous savons tous, après 4 depuis 2017, on tourne en rond, les populations civiles, y compris qui sont protégés par les conventions de Genève, notamment la convention sur la protection, n'est-ce pas, des personnes en temps de guerre, y compris ceux qui sont concernés par le statut de réfugiés. Parce que nous avons des Camerounais, à cause de la guerre, qui se retrouvent réfugiés au Nigeria. Et nous avons même des personnes déplacées, plus de 800 000, environ 1 million, qui sont déplacées sur le territoire du Cameroun et dans les 8 autres régions du Cameroun. Il faut savoir que ces personnes ont besoin d'être assistées et soutenues au jour le jour par le gouvernement de l'État du Cameroun. Les personnes déplacées comme les réfugiés. Maintenant, pour sortir de cet aspect-là, en disant qu'il y a eu, parce que je ne réponds pas encore à votre question, hein, je termine sur ma chute pour dire que la crise est politique, il faut une réponse politique, et nous avons cru à un moment donné que le gouvernement avait compris, après les sorties répétitives du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, notamment celle de mars, celle de juin, et puis tout récemment, à la des Nations Unies, à la session qui s'est ouverte en septembre, qui continue en les États sont intervenus, les différents pays sont intervenus. Antonio Guterres, parce qu'il avait donné 90 jours à l'armée. Et le Cameroun en fait partie. Pour que les partis belligérantes, les gouvernements et les partis rebelles, ou opposition armée, ou opposition, ou sécessionnistes, s'asseyaient autour d'une table pour trouver un cessez-le-feu. C'était une pause humanitaire durable. Et le Cameroun n'a pas pu, dans les 90 jours, trouver le cessez-le-feu. Et le Cameroun a une chance que vient d'offrir récemment le secrétaire général de l'ONU. Il a dit, compte tenu du fait que tous les pays n'ont pas pu obtenir un cessez-le-feu, il a donné jusqu'à la fin de l'année à tous les pays, y compris le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui fait partie du viseur aujourd'hui des Nations Unies. Il y a plusieurs pays, mais j'ai dit le Cameroun. D'accélérer les mécanismes qui sont mis en place pour effectivement obtenir cette paix-là dans les délais, les nouveaux délais. Dans les nouveaux délais, parce que les nouveaux délais, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et le Cameroun, le gouvernement avait pourtant pris des contacts préliminaires. Le 2 juillet dernier, avec les leaders sécessionnistes, parmi lesquels Ayuk Sisikou et ses camarades qui se trouvent à la prison principale de Kondengui, et d'autres personnes qui se trouvent à la prison centrale de Kondengui. Nous avions cru, et nous avions même applaudi, en croyant que ces contacts allaient se poursuivre, et qu'on parviendrait à un cessez-le-feu auquel on n'est pas parvenu. Maintenant, permettez-moi de répondre à votre question. Assez rapidement. Sur l'explication des usages diplomatiques, des communiqués qui sont parvenus, qui sont en train de parvenir là. Les pays occidentaux, les pays amis, sont en train de réagir en adressant leurs condoléances. Et la plupart d'entre eux adressent leurs condoléances uniquement et exclusivement aux familles éplorées et non pas au gouvernement. Les usages veulent que non seulement ces pays amis, dans leurs communiqués, adressent leurs condoléances aux familles concernées, aux familles éplorées, à la nation camerounaise, mais aussi au gouvernement. Et j'observe que la plupart de ces communiqués montrent que ces pays n'ont pas pris le soin d'adresser un mot de compassion ou une pensée pour le gouvernement. Ils l'adressent exclusivement pour les familles. Ça signifie quoi? Ça signifie en diplomatie que ces pays amis qui ont fait ces communiqués ne partagent pas la politique du gouvernement en relation avec le règlement de la crise concernée. Ces pays amis qui, pour la plupart, ont donné des conseils, ont fait des recommandations, ont attiré l'attention du gouvernement camerounais sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif et dont les parlements concernés ont même fait des résolutions dans le sens de poursuivre le dialogue commencé au Palais de Congrès il y a un an par des véritables rencontres inclusives permettant à toutes les parties de se retrouver dans un cadre où les parties concernées notamment, parce que jusqu'à présent,
ceux qu'on considère comme les commanditaires des sécessionnistes n'ont pas véritablement été associés aux discussions parce que ils n'ont pas bénéficié de ce qu'ils attendaient. Et Aïe Sissoko, au sortir de la rencontre du 2 juillet dernier, avait évoqué la possibilité d'une amnistie pour que ceux qui sont derrière dans la diaspora puissent discuter également avec le gouvernement. On a tenté quelque chose en Suisse, ça n'a pas prospéré. C'est pour dire qu'en réalité, pour répondre définitivement à votre question, les pays amis ne sont pas contents de la manière dont le gouvernement gère la crise anglophone. Alors, Maître Moustapha Ouana, il y a eu une réaction du gouvernement à travers la sortie du ministre Sadi. Il y a eu ces réactions des chefs des missions diplomatiques accrédités dans notre pays, mais il y a eu également des réactions des hommes politiques. Nous en prenons quelques-unes. Cabral Libi espérément fou pour penser que l'État peut fléchir, que les institutions d'un pays peuvent s'arrêter de fonctionner parce que les terroristes sèment l'horreur. Il va plus loin en indiquant que l'État doit prendre ses responsabilités avec une fermeté à la mesure de l'horreur. La réaction de Joshua aussi, premier vice-président national du SIF, je condamne fermement cet acte odieux qui ne doit pas rester impuni. Les auteurs sont connus, leurs complices et ceux qui entretiennent cette sale guerre aussi. La protection de nos écoles par les forces de défense et de sécurité est un impératif qu'il aurait fallu mettre sur pied avant l'ouverture des écoles. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Message semblable pour l'honorable Nietzsche qui davantage se pose des questions que nous partageons avec vous pour avoir votre réaction là-dessus. Comment une telle horreur a pu se produire en plein centre-ville de Kumba alors que le gouvernement avait donné des assurances que la sécurité allait être garantie pour le retour des élèves à l'école dans les deux régions? Je vous remercie pour cette... je vous remercie. Je voudrais revenir sur une ou deux choses. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame Alice Bell indiquer que l'un n'était pas à l'établissement des responsabilités, c'est vrai. Mais il faut regretter une chose, c'est la tendance quasi pathologique du gouvernement à toujours vouloir refuter sa responsabilité sans qu'il y ait eu un examen préalable. C'était le cas dans l'Eskrem Nord, c'était le cas en Gabou, c'est également le cas aujourd'hui. Je n'ai pas une boule de cristal, je ne veux pas accuser le gouvernement, mais je pense qu'avec le temps, le gouvernement de la République doit apprendre à agir avec de la circonspection. Parce que très souvent, et c'est malheureux de le dire, on se retrouve dans des situations où les responsabilités sont parfois là où on ne s'y attendait pas du tout. La deuxième chose également, c'est à mon confrère Désiré Sikati. Je veux dire, aucun gouvernement ne gagne une guerre contre ses populations. On peut pas, c'est un fait qui est incontestable. Les anglophones ont une culture de la revendication que nous, les francophones, n'avons pas. En 2016, nous avons assisté à des marches, à une déferlante. Il y avait des revendications qui étaient légitimes. Même nous qui étions avocats, nous n'avons pas soutenu nos confrères anglophones au moment où il le fallait. Et cela ne s'explique pas depuis la manière avec laquelle nous avons été colonisés. Je pense que si les francophones, je le dis et je le remartèle, avaient mis véritablement les mains dans le cambouis, on aurait eu une situation complètement différente. Une autre guerre, si vous voulez dire. Je ne veux pas dire une autre guerre. Cette fois-ci, exposé sur tout le Cameroun. Je ne veux pas dire une autre guerre. Puisque la stratégie du régime, c'est de faire la guerre à ceux qui revendiquent. Non, écoutez, il y a des marches qui sont organisées même par la formation politique à laquelle vous appartenez. Le problème, c'est que nous n'avons pas de masse critique. Si nous sortons 500 000 personnes, je vous assure qu'il n'y aura pas moyen de tirer sur qui que ce soit. Les anglophones sont plus prompts à sortir que nous. Ils sont plus prompts à revendiquer que nous. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je leur envie. Et que j'estime que nous, les francophones, n'avons pas. Et que nous devons absolument copier pour que nous puissions sortir le Cameroun du bourbier dans lequel nous sommes. Sauf que vous reconnaissez vous-même que c'est un héritage colonial, maître. C'est un héritage colonial, mais dont nous devons pouvoir nous dépêtrer. Nous devons pouvoir nous dépêtrer. Je vous en prie, vous me poser votre question. Alors la question porte sur cette préoccupation honorable Nietzsche qui ne comprend pas comment, en plein centre-ville de Kumba, on peut assister à une telle horreur alors que le gouvernement avait donné des assurances que la sécurité allait être garantie pour le retour des élèves à l'école. Vous savez de manière générale, notre gouvernement est le champion des effets d'annonce. C'est-à-dire que si on écoutait le gouvernement de la République, on devrait organiser la Coupe d'Afrique en 2019. Il ne faut pas être surpris que les annonces soient faites et que les dites annonces ne soient pas suivies d'effets. Nous assistons malheureusement à un navire qui n'a plus de capitaine.
Parce qu'en réalité, les gens font des déclarations, ils font des annonces, mais malheureusement, les annonces ne sont suivies d'aucun effet. Vous pouvez vous rendre compte que c'est en pleine, ce n'est pas une école qui est dans un coin reculé de la Mémé, c'est une école qui est en plein centre-ville. C'est la preuve de ce que la sécurité qui est en scandée n'est que purement déclaratoire. Donc, en réalité, c'est une autre manifestation de l'incapacité de ceux qui nous gouvernent à pouvoir apporter des solutions viables, fiables aux problèmes que connaît notre pays. Donc, s'il s'agit seulement de déclarations, nous en aurons chaque jour un peu plus. Et malheureusement, on sera obligé de faire face à la réalité qui est celle de la non-gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de mal-gouvernance, mais en réalité, nous assistons à une autre réalité qui est la non-gouvernance, parce que nous sommes incapables d'être sur... C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la question sur laquelle le gouvernement de la République est attendu et pour laquelle il a réagi avec promptitude et dans les délais qui permettent de pouvoir anticiper sur les événements et apporter des solutions définitives. Donc c'est de ça qu'il est question. Marie Zorabel, lorsque on parcourt ces réactions de ces hommes politiques qui, pour l'essentiel, tous sont dans l'opposition, que ce soit Cabral Libye, Joshua aussi ou l'honorable Nietzsche, on voit très bien que dans la chute de leur texte, ils disent l'État, je reprends, Cabral Libye dit l'État doit prendre ses responsabilités avec une fermeté à la hauteur de l'horreur. Joshua aussi dit le gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'honorable Nietzsche, après, les questions qu'il pose, dit la responsabilité de ce régime est formellement établie et il faudrait, enfin il dit il y en a marre. Lorsqu'on pense que l'État doit prendre ses responsabilités, de votre point de vue, comment vous comprenez cela? Il s'agit de faire quoi précisément? D'abord, ce sont des déclarations attendues. C'est l'histoire des maîtresses qui attendent que l'épouse légitime quitte la maison pour arriver. Vous n'allez pas attendre de ces personnes une analyse avec le sceau de l'objectivité. Non, c'est subjectif. Un manque de pertinence, réaction. Non, moi je dirais pas un manque de pertinence, je dirais plus, parce que c'est déjà au niveau de l'intention. Au niveau de l'intention, il faut vendre au peuple camerounais que le Cameroun n'est pas gouverné, il est mal gouverné, etc., etc. C'est normal, c'est leur job. Ils essayent de trouver l'issue pour leur permettre d'accéder au poste de président de la République et de gouverner le Cameroun. Je pense que c'est ça la mission des partis politiques. Mais maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé, si on veut raisonner sur le plan statistique, combien d'écoles ne sont pas gardées dans le NOZO et combien sont gardées? Parce que c'est sur cette base-là que nous pouvons dire si le gouvernement n'a pas fait son travail ou a fait son travail. La communication du ministre, monsieur le ministre Sadi, dit clairement et répond à votre question quand on dit mais comment se fait-il qu'on ait déclaré que pour faciliter ou pour sécuriser la rentrée scolaire, on va protéger les établissements scolaires et il se trouve que voilà un établissement scolaire qui n'était pas... Et le ministre vous donne l'explication en disant que voilà un établissement qui n'était pas en règle. Et on peut imaginer la chose suivante. Pour qu'on poste ou qu'on affecte les éléments de la police ou de la gendarmerie dans un établissement, j'imagine qu'il y a un registre qui dit qui est établissement. Et c'est en fonction de cela que la ventilation de ce personnel de sécurité est faite. Si une école n'existe pas... On parle d'une école là qui est en plein centre. Oui, mais attendez, vous avez des centres de santé ici à Douala, en plein centre-ville, où les gens s'amusent quand même à être dans l'irrégularité. C'est pas vous êtes Camerounais ou vous êtes Tchadien. Mais Marlise Bell, on voit quand même, lorsqu'il s'agit d'une école, on voit quand même des élèves qui chaque matin mettent une tenue. Oui. Non, attendez, excusez-moi, vous le dites comme ça simplement. Parce que souvent, on interpelle, il arrive qu'on interpelle cette école. Les dirigeants de l'école se présentent. Ils trouvent plein d'arguments pour expliquer pourquoi ils ne sont pas en règle. On leur donne, ok, on vous donne quelques temps pour vous mettre en règle. Mais pendant ce temps, ils ont peut-être déjà perçu les frais de scolarité et tout, et les parents attendent... Oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On doit quand même assurer la sécurité de ces enfants-là. On peut toujours être au paradis.
Et je pense que notre job, c'est d'être au paradis, n'est-ce pas? Le job des gouvernements, c'est d'être au paradis, c'est-à-dire c'est d'être efficace, performant et partout. Mais il peut arriver aussi, et admettez-le, et ce n'est pas ça qu'on va mettre comme fait majeur. Si cette école-là n'était pas une école en règle, il faut commencer par ces dirigeants qui s'amusent avec la vie des enfants des autres. Il faut également interpeller ces parents qui, bon, on peut leur trouver des circonstances atténuantes parce que l'offre scolaire peut être... au regard du contexte. Voilà, peut être pauvre. Et donc, ils vont là où ils trouvent des bancs et quelques maîtres. Mais un parent doit aussi s'assurer que son enfant va dans un lieu sécurisé. Une école qui n'est pas reconnue par l'État du Cameroun ne doit pas avoir d'élèves. Bon, maintenant, ça nous est arrivé à nous tous. On va simplement dire la chose suivante. La guerre, parce qu'effectivement, c'est la guerre, c'est le terrorisme, voilà, c'est le terrorisme, ce n'est même pas une vraie guerre, c'est le terrorisme, parce que dans une guerre, il y a des armées bien identifiées, avec des tenues, avec une organisation stratégique au sommet, et puis les soldats en bas, etc. Là, on ne sait pas, c'est une nébuleuse, comme on l'a souvent dit. Donc c'est une guerre compliquée. Ce n'est pas une guerre facile. Et si elle était facile, je pense qu'on l'aurait déjà arrêtée. Et si, pour l'arrêter, il faut disséminer tous ces enfants qui sont dans les forêts, là, qui se cachent, je pense que le président ne peut pas admettre une chose pareille. Si jusqu'à maintenant ça ne s'est pas fait, c'est parce que pour lui, la solution n'est pas de tuer ces enfants qui sont enrôlés dans cette guerre et qui s'y retrouvent quelquefois eux-mêmes victimes de cet enrôlement. Il faut bien trouver une solution. Voilà, c'est pour ça que je dis donc que nos hommes politiques qui interpellent le gouvernement, il faut qu'ils soient plus clairs que ça. Parce que c'est facile à dire, c'est facile de dire que oui, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Alors, qu'ils nous fassent aussi des propositions qu'on voit. Parce que leur proposition, c'est se mettre autour d'une table. On ne sait pas à quel niveau ces tentatives de négociation sont rendues. Nous ne connaissons pas, nous n'avons pas les faits, nous n'avons pas les données pour pouvoir dire où ils en sont, s'ils ont avancé ou pas. Mais je voudrais profiter de ce que j'ai le micro pour interpeller Ayoub Tabé, pour lui dire la chose suivante. Vous l'avez beaucoup cité ce dimanche. Oui, Ayoub Tabé, j'étais quand même dans le comment dirais-je, le collège qu'il a recruté à la Sonnelle. Donc c'est quelqu'un que je connais personnellement. Oui, je le connais personnellement. Et souvent je me suis interrogé s'il est capable d'autant d'atrocités. Je ne le vois pas. Je ne crois pas. J'ai l'impression que actuellement ils sont débordés par des groupes plus radicaux, plus sauvages, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et je soupçonne aussi que le Conseil de sécurité annoncé soit aussi peut-être un argument qui peut justifier que les belligérants, que les terroristes aillent aussi loin. Parce que quand ils vont aussi loin, ils irritent donc la communauté internationale et ils espèrent qu'au moment où siégera le Conseil, cette question sera abordée peut-être. Mais je dis qu'ils ont tort. Ils ne prospéreront pas. Ce n'est pas comme ça qu'eux non plus pourront prospérer. Maître Désiré Sikati, on a entendu beaucoup de réactions genre il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous avons tous répertorié tout ce qu'il y a eu pratiquement comme horreur dans cette partie du pays depuis que cette sale guerre a commencé il y a pratiquement 3 ans, depuis que cette crise anglophone a démarré en 2016. Il s'agit de faire quoi exactement? Dès demain, qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue pour qu'on ait l'assurance ou la garantie qu'on n'aura pas un autre combat demain, comme on a eu une Garbouillère? Mais déjà, quand j'écoute certains compatriotes qui demandent à l'État de prendre ses responsabilités, moi j'ai envie de leur dire que l'État a pris ses responsabilités depuis pratiquement 3 ans en optant pour la guerre. Du moins le régime de Yaoundé a pris ses responsabilités depuis 3 ans en optant pour la guerre. Donc qu'est-ce que
en termes de guerre, qu'est-ce que le régime de Yaoundé peut faire qu'il n'a pas encore fait contre les séparatistes armés? Donc moi, il faut à un certain moment être capable d'évaluer, de faire le bilan d'une action, de savoir si ça a marché. Si ça n'a pas marché, il faut voir dans quelle mesure trouver d'autres solutions. Vous savez, quand j'écoute les gens du régime s'exprimer, j'ai l'impression que nulle part dans le monde, on a vu un gouvernement trouver une solution amicale avec un groupe armé. Regardez le Niger. Le Niger a connu pratiquement une situation similaire au Cameroun. À la fin, la guerre s'est arrêtée tout simplement parce que le gouvernement nigérien avait trouvé un accord de paix avec la rébellion Touareg. En Colombie, ce fut la même chose. Après pratiquement 30 ans de guerre. Et je dirais, 50 ans de guérilla, je dis bien, je le dis avec insistance. Avec les FARC. Pour que vous dites 50 ans de guérilla, avec les FARC. Nous savons tous qu'il y a eu un accord de paix entre la guérilla et le gouvernement cubain qui a totalement mis fin au conflit armé. Donc, il ne faut pas qu'on ait le sentiment que le Cameroun serait une spécificité où le gouvernement serait humilié ou bien se rabaisserait dans la mesure où il rentrerait en négociation ou bien conclurait un accord avec un groupe séparatiste armé. Le gouvernement ne serait qu'en train de faire ce que d'autres ont fait. Avec les FARC, et ça a marché. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et ça a marché. Je pense que souvent, lorsque on évoque des problématiques, il faut tirer des bonnes conclusions. Moi, j'ai envie de demander à ceux qui sont en train de demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'ils entendent par responsabilité? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il est question de faire davantage, d'accentuer la lutte armée, l'action militaire? Parce que moi, j'ai l'impression qu'un bon contingent des forces de défense camerounaises se trouve aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit qu'aujourd'hui, notre frontière avec le Nigeria, du moins la partie de la frontière qui fait l'objet des incursions de Boko Haram, a encore plus attaqué parce que beaucoup de forces de sécurité camerounaises ont replié vers le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ceux qui demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités, j'ai l'impression qu'on demande d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte ou bien d'enfoncer un clou qui est suffisamment enfoncé. Moi, j'ai de la peine à comprendre pourquoi est-ce qu'un régime doit avoir du mal à privilégier les vies humaines. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi un seul cas au monde. Parce que Mme Marlise Douarabel a parlé, mais je pense qu'il faut aussi bien comprendre. Elle a voulu parler de guérilla. Parce que quand elle dit, d'un côté, vous avez une armée qui est identifiable, de l'autre côté, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Mais Madame la députée, j'ai envie de vous dire qu'on appelle ça la guérilla. Et je ne connais pas une seule armée conventionnelle dans le monde qui a déjà battu une guérilla. Je dis bien, parce que la guérilla, la particularité de la guérilla, c'est quoi? C'est que vous avez des groupes armés invisibles qui ne respectent pas les conventions internationales en matière de guerre. Donc ce n'est pas les gens qui s'attaquent aux armées conventionnelles avec par exemple un uniforme. Ils ne vont pas vous attaquer dans un combat frontal. Ils vont faire recours à des actes terroristes, s'attaquer à des civils parce qu'ils veulent faire le buzz et attirer, comme vous le dites, la communauté internationale. Et en même temps, vous devez vous souvenir que la communauté internationale, le Conseil de sécurité ne peut intervenir au Cameroun que dans la mesure où le Cameroun est incapable de gérer ses problèmes. Parce que le Cameroun est membre du Conseil de sécurité et les textes de l'ONU prévoient qu'en cas de crise humanitaire grave, dont l'État où ça se déroule est incapable d'assumer, eh bien l'ONU a le droit de faire une intervention à des fins humanitaires. Ouais. Donc si le gouvernement du Cameroun veut éviter que cette perspective arrive au Cameroun, qu'il y ait une ingérence étrangère sur une affaire intérieure du Cameroun, mais il faut être capable de se faire une autocritique. Il faut être capable de mettre une dose d'humilité dans sa stratégie en acceptant de se mettre autour d'une table avec toutes ces personnes-là. On n'a jamais dit au gouvernement que le gouvernement doit aller concéder, parce que moi je suis totalement opposé à la scission du Cameroun, doit aller se concéder l'indépendance de la partie anglophone aux séparatistes pour mettre fin à la guerre. Mais je pense que vous avez une mère de famille. Si vous avez un voisin avec qui vous ne parlez pas, le jour où vous vous rendez compte que la vie de votre enfant dépend d'un dialogue que vous allez ouvrir avec ce voisin-là, vous voulez me faire croire, madame, que vous n'allez pas discuter avec lui? Mais soyons quand même raisonnables. Edmond Kamgia, nous avons partagé ici les réactions d'un certain nombre de leaders politiques, Cabral Libi, président national du PCRN, député à l'Assemblée nationale, l'honorable Joshua aussi, premier vice-président du Social Democratic Front et également député, mais il y a aussi un leader politique, notamment le président national du MRC, Maurice Kamto, qui visiblement
est également très préoccupé par cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on se souvient que le président national du MRC a d'ailleurs pris une décision qui a donné le sentiment qu'il sacrifiait même ce que les partis politiques ont en termes d'essence, en décidant de ne pas aller aux élections parce que pour lui, la priorité était à la résolution de cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'avec les événements actuels, on n'est pas tenté de lui donner raison? Que la priorité au Cameroun aujourd'hui est le règlement de cette guerre, avant toute chose. Je voudrais d'abord dire un mot très rapide sur le communiqué du gouvernement, le communiqué du ministre de la Communication, où il laisse entendre que le gouvernement n'était pas au courant qu'il y avait un établissement à Kumba, de ce nom-là, à Kumba. Un établissement qui n'était pas connu, les institutions et tout. Moi, je crois que c'est une fuite en avant. Ça me rappelle un autre communiqué gouvernemental d'un autre ministre de la République. Lorsqu'un enseignant sorti de l'école normale supérieure qui donnait des cours de vacation, n'est-ce pas, en Colbison, a été poignardé par un élève, Madame Nalova a laissé entendre, au lieu d'adresser sa compassion, ses condoléances à la famille, elle a commencé par dire, mais monsieur, on l'avait affecté quelque part à Fombat, à l'ouest, dans le département du Nord. Il n'avait rien à foutre là-bas en Colbison. Mais en réalité, le communiqué de René Mazouen Sadi rappelle le communiqué également, la sortie de Mme Nalova en son temps, qui fuit les responsabilités et qui montre que le gouvernement est irresponsable quand il s'agit de la vie humaine la vie humaine des citoyens camerounais. Voyez-vous, ce sont des enfants qui ont été massacrés. La réponse d'un porte-parole du gouvernement, c'est de dire qu'on ne savait pas que cet établissement existait. Situé en centre-ville. On a vu comment l'établissement a été construit. On a vu comment l'établissement s'est mis à fonctionner. On a vu comment des enfants allaient, accompagnés par leurs parents, déposer les enfants dans cet établissement. Le gouvernement nous laisse entendre qu'il n'était pas au courant que cet établissement existait. Mais je dis, ce n'est pas seulement une fuite en avant, c'est une irresponsabilité qui montre que nous ne sommes pas du tout gouvernés. Voyez-vous, voilà les conséquences. Des enfants étaient massacrés au lieu d'abord d'apaiser la douleur des familles. Mais il commence par sortir des propos désobligeants et indécents. Je tiens à le dire. Parce que c'est gravissime de publier ce genre de communiqué quand il y a mort d'homme. Et qui plus est, des enfants innocents qui allaient à l'école. Et le gouvernement n'a cessé de dire laissez les enfants aller à l'école. Et nous sommes pour que les enfants aillent à l'école. Donc c'était inopportun. Alors, cet aspect du communiqué. Je tenais à le dire d'abord. Maintenant, pour votre question, est-ce que les faits ne donnent pas raison finalement au président national du MRC qui a fait de la résolution de la crise anglophone et de la question électorale, du nettoyage du système électoral camerounais, du toilettage, une priorité, à commencer par la résolution de la crise anglophone? Raison. Oui, les faits lui donnent raison. Parce que s'il avait été écouté, si le gouvernement n'avait pas entrepris de régler les problèmes, toujours par la force, c'est-à-dire, j'ai le sentiment, depuis que la crise anglophone a commencé, le gouvernement privilégie la solution militaire, le recours à la force, au dialogue. Il faut toujours qu'il y ait un peu de pression, soit de l'opinion nationale ou de la communauté internationale, pour qu'il accepte, pour qu'il daigne consentir à la nécessité d'un rapprochement ou d'un dialogue. Mais un dialogue qui n'est pas inclusif, qui n'est pas suffisant. Et même quand les solutions sont proposées, elles ne sont pas appropriées. Puisque la crise perdure. Si 4 ans après, on n'a pas résolu la crise, c'est parce qu'on n'a pas apporté les solutions idoines. Et je pense que la crise anglophone est une priorité pour le Cameroun. La crise anglophone n'est pas une affaire seulement anglophone. C'est un problème camerounais. Nous n'avancerons pas tant que ce pied du Cameroun est malade. Quand vous avez mal au pied, votre corps est malade. Quand vous avez mal à la tête, le corps est malade. Quand vous avez mal à n'importe quelle partie de votre corps, vous êtes incapable d'assurer avec efficacité un travail soit physique, soit intellectuel. Réglons le problème qui mine une partie du Cameroun avant d'avancer.
Maître Moustapha Ngwana, pourtant, cette formation politique qui a décidé, en tout cas ce leader politique qui a choisi de suspendre toute chose et de privilégier d'abord la résolution de cette crise anglophone est aujourd'hui embastillé. Maurice Kamto, depuis un mois, se trouve en prison chez lui et même interdit de visite. Je veux dire que c'est une situation inédite qu'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire soit, je vais dire emprisonnée, parce que je vais utiliser, permettez-moi l'expression, emprisonnée dans son domicile et dans des conditions encore plus dantesques que dans une prison, parce que lorsque vous êtes dans une prison, vous avez droit aux visites. Vous avez droit aux visites. Aujourd'hui, M. Maurice Kamto est emprisonné, est dans son domicile, mais incapable de recevoir la moindre visite. Je crois que le gouvernement essaye de jouer à un jeu dangereux que je vais essayer de déployer. En fait, puisqu'ils font à chaque fois, ils ont fait l'objet de pression. Ils ont fait l'objet de... Il y a la communauté internationale qui a crié à Rossi-le-Baudet, qui a dit son indignation la dernière fois lorsqu'il a été arrêté. Aujourd'hui, pense-t-il certainement avoir trouvé une solution médiane pour que les uns et les autres ne tirent pas sur eux, en le gardant dans son domicile de manière indue, et de pouvoir déclarer à chaque fois qu'il n'est pas emprisonné. Ce qui est quand même pour le moins ubuesque de pouvoir assister à une situation comme celle-là. Et je voudrais dire également, de manière générale, qu'il faut que les leaders de l'opposition, il faut également que les militants de toutes les formations politiques, et même la mienne, puissent comprendre qu'une arrestation comme celle-là c'est-à-dire que ça touche à des questions de principe. On a affaire à une liberté fondamentale qui est violée de manière exceptionnelle, qui est la liberté d'aller et venir. On a privé un leader politique de la liberté d'aller et venir. Donc il faut absolument qu'il y ait la solidarité de toutes les forces de l'opposition. J'ai le sentiment malheureusement que certains croient, je dois le dire, que l'embastillement ou bien la mort politique du professeur Kamto leur donnera peut-être une seconde vie ou bien une plus grande visibilité. Je dis que loin s'en faut. Il faut, lorsque les questions de principe qui touchent même à la réalité démocratique sont affectées, comme c'est le cas, que nous puissions tous crier notre indignation et que nous puissions être solidaires de cet homme-là, dont le combat n'est pas uniquement le sien, parce que c'est un combat dans lequel il a trouvé des formations politiques comme le SDF. Donc, je voudrais dire ici la solidarité de ma formation politique ou bien de la grande majorité des militants de mon parti pour cet homme-là, dont le combat est un combat qui concerne la nation camerounaise entière. Parce que demain, lorsque Honorable Nietzsche aussi, ou bien Cabral Libi, Matomba et autres, Matomba, je crois qu'il a fait une fois une grève de la faim ici. Lorsque demain, les personnes décideront de faire des revendications légitimes, elles pourraient également faire l'objet des mêmes obstacles. Donc je dis, c'est une situation qui est des plus graves et je dois dire mon rôle au cœur face à cette situation-là. Il faut absolument qu'un terme définitif soit mis à cette situation illégale. Parce que rien ne la justifie. Parce que je parle ici, je ne vais pas dire que je parle ex cathedra, mais je suis avocat. J'ai quand même fait le tour de l'arsenal juridique camerounais pour pouvoir comprendre l'argument de droit qui peut être mis en perspective pour justifier cette situation de fait, cette forfaiture. Je n'ai pas trouvé le moindre argument de droit. Donc rien n'est légitime. Aucun texte au Cameroun n'autorise le pouvoir exécutif à pouvoir priver un individu de sa liberté comme celle-là. Il n'y a pas une décision de justice. Il n'y a aucune décision de justice. Il n'y a aucun acte judiciaire, en tout cas à ma connaissance, jusqu'à présent, qui a été servi à Maurice Kamto ou bien mis sur la place publique pour que nous puissions apprécier la régularité de celui-ci. Donc en réalité, il s'agit d'une situation, d'une voie de fait exceptionnelle pour laquelle il faut que tous les Camerounais puissent dire non. Parce que je dois le dire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le silence coupable des populations. Parce qu'il ne peut pas avoir un véritable leadership sans followers. Parce que quand il y a un leadership, c'est-à-dire que celui qui monte la voix, il faut qu'il y ait autour de lui des personnes qui sont à même de pouvoir soutenir sa cause. Je pense qu'un homme de la statue de Boussé Kamto a fait sa vie. Il a été auréolé par les plus grandes institutions savantes. Aujourd'hui, je crois que le combat qu'il mène, et qui est un combat qui est mené également par
Et beaucoup des leaders qui l'ont précédé, comme par exemple le leader du SDF, le chairman John Fundi. Ce combat, c'est un combat qui est mené dans l'intérêt supérieur des populations camerounaises. Je ne pense pas que le procès, comme aujourd'hui, a encore des problèmes de suivi ou quoi que ce soit. Non. Aujourd'hui, le combat qu'il mène, c'est un combat qui concerne tous. Mais malheureusement, ceux pour qui il se bat sont incapables de pouvoir le soutenir véritablement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que s'il n'y a pas de masse critique, il n'y aura jamais rien. C'est pourquoi je voudrais saisir cette tribune également pour interpeller toutes les forces vives de l'opposition pour qu'on se mette ensemble sur une table, on fait les diagnostics et on propose des solutions définitives de sortie de ce blocage institutionnel que le Cameroun est en train de vivre. Parce que s'il y a déflagration aujourd'hui, j'ai le sentiment que personne ne sera épargné. Donc il faut absolument que nous puissions nous serrer les coudes pour que demain, ce qui arrive au procès Kamto ne puisse plus jamais arriver à un citoyen quel qu'il soit. Et ce n'est pas une question partisane. Ça ne concerne pas le MSC, le SDF, ça concerne la nation tout entière. Et il faudrait que nous puissions le comprendre pour pouvoir adresser cette question et apporter des solutions des thérapeutiques véritables. C'est ce que je voulais dire. Maryse Douarabé, je suppose que vous ne devez pas être d'accord avec Maître Moustapha Ngouana qui dit que le professeur Kamto n'est pas suivi. Il y a des gens qui le suivent d'ailleurs. Vous êtes une femme, mais vous avez remarqué qu'il y a une femme qui s'est pratiquement mise à poil cette semaine devant le domicile du professeur Kamto parce qu'une délégation du MRC était allée lui apporter des vivres. C'est une réaction de femme que vous comprenez? Moi, j'allais demander au SDF pourquoi vous avez laissé M. Kamto au carrefour. Vous préférez répondre à Non, tu vas me répondre après parce que vous l'avez effectivement laissé au carrefour. Et vous ne lui avez pas dit sérieusement qu'il empruntait un chemin rocailleux. C'était quand même extrêmement grave que Maurice Kamto tente d'organiser cette marche insurrectionnelle. Je dois vous couper. C'était extrêmement... Non, ne me coupez pas. Vous m'avez interpellé, mais moi, vous m'avez interpellé. Non, je vais vous donner la parole. Vous m'avez interpellé, je me dois de vous dire une chose. Je vais vous passer la parole. Vous m'avez interpellé. Mais puisque je vous ai interpellé, je vais vous passer la parole. D'accord? Alors, je dis la chose suivante. Monsieur Kamto a pris sur lui le risque d'organiser une marche insurrectionnelle. Le peuple du Cameroun lui a réserver une réponse. C'est niet. Nous ne sommes pas avec vous, président Kamto. La preuve, vous-même, vous l'avez dit sur ce plateau, ces marches ont pratiquement, c'était des avortements. Donc, vous devez tous intégrer. Je n'ai pas entendu le mot avortement sur ce plateau. Enfin, j'ai juste vous avez paraphrasé. Okay. Il a dit que ces marches n'ont pas eu de succès. Je ne l'ai jamais dit. Si, ici sur le plateau. Vous l'avez dit à Sikati. Il n'y a pas eu la masse critique. Vous l'avez dit. La masse critique n'a pas dit qu'il y a eu échec. La masse critique, non. La masse critique, parce qu'on a dû braver des militaires. On a dû braver les forces de l'ordre. Ils l'ont fait. Écoutez, est-ce que tu as marché? La question se pose par ce niveau-là. Ça se pose à ce niveau-là. La question se pose à ce niveau-là. Vous avez arrêté 600 personnes qui sont embastillées. Attendez. Face à une dictature. Face à une dictature. 600 personnes qui ont marché, c'est un succès, je vous le dis. C'est un succès quand on a une dictature. Dans les vrais succès, c'est pas 600 personnes qui marchent. Qui ont été arrêtées, j'ai dit. Je dis 600 personnes. Moi, je ne sais pas s'il y a 600 personnes. Maryse, si vous avez répondu directement à ma question, n'en serait pas. Non, mais il faut que de temps en temps, ils me disent où il en est. Alors, sur la question de cette dame, je vais lui répondre. C'est mise à poil. Oui, pour cette question, d'abord, je vois. En tant que femme, comment vous regardez ça? Je ne vois pas pourquoi c'est à moi, la femme, qu'on pose cette question. Généralement, c'est les hommes qui regardent les femmes et c'est les femmes qui regardent les hommes. On n'est pas donc, vraiment. Vous avez réussi à nous arracher un sourire chez ce plateau. Oui, malgré le deuil que nous portons tous. Mais comme j'étais en train de dire, cette femme a choisi son mode d'expression. Ok? Bon, il n'est pas très, il n'est pas très facile à normer. Parce que même les femmes qui gardaient Ni John Fundi à Bamenda, c'était d'abord une catégorie de femmes, c'est-à-dire des mamans, des femmes, des grands-mères. Deuxièmement, ça se passait devant sa maison. Elle ne se baladait pas dans la rue à vociférer, à crier. Moi, j'ai trouvé que cette femme avait certainement de la colère, mais que son acte ne pouvait pas être porteur d'émotions positives. Vous voyez? Donc, c'est dommage parce que c'est un flop.
Mais elle a quand même tenté quelque chose. Alors, Maître Désiré Sikati, un mois déjà que Bouchard Kamto est en prison, entre griffes, chez lui. On découvre maintenant que même pour les visites, cela n'est pas possible. On a vu une délégation aller lui apporter des vivres. Cela n'a pas été possible. Cette situation-là, comment, du point de vue du droit, comment on comprend? Non, vous n'allez pas me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre du point de vue du droit, parce que je pense que c'est un secret de polichinelle que de dire que les lois sont les choses les moins respectées depuis pratiquement novembre 2018, que le hold-up électoral a eu lieu. Je dois d'ailleurs vous dire qu'au moment où vous me posez ces questions-là, il y a un certain nombre de responsables du MRC, notamment Alain Fouguet et Bidou Noussak, qui sont en détention au secrétariat d'État à la Défense, voilà, depuis pratiquement un peu plus d'un mois, alors qu'on sait très bien qu'il y a au Cameroun une loi qui réglemente les délais de garde à vue. C'est-à-dire la garde à vue, quels que soient les renouvellements, ne peut pas dépasser, je pense, 6 jours, si je ne me trompe pas. Donc, quand vous avez des gens, des citoyens qui sont gardés à vue dans les chambres de sûreté de la police judiciaire, parce que quand je parle de police judiciaire, c'est au sens large. Les autorités en charge de la conduite des enquêtes judiciaires au secrétariat d'État à la Défense font aussi office de policier ou bien d'office de policier judiciaire. Voilà, dans le cadre de leurs enquêtes. Donc, quand vous avez des gens qui sont gardés là-bas pendant un mois, vous voulez parler de quelle loi? En réalité, aujourd'hui, on constate que le système judiciaire et même les autorités en charge des enquêtes sont totalement instrumentalisés, manipulés à des fins politiques. Jusqu'à avant-hier, j'ai un autre camarade, Zamboué Pascal, qui a été enlevé en pleine rue, sans mandat, par des gens non identifiés. Et puis, après des recherches, il s'est avéré qu'il avait été conduit nuitamment, parce qu'il était enlevé à Douala, il avait été conduit nuitamment à Yaoundé, au secrétariat d'État à la Défense. Donc, on a quand même l'impression que certaines structures en charge de la conduite des enquêtes judiciaires sont en train de devenir une sorte de Gestapo. Une sorte de Gestapo, où quand je parle de Gestapo, ceux qui nous regardent doivent comprendre qu'il s'agissait à l'époque sur Hitler. Sur Hitler, des structures de torture politique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, c'est des structures de torture politique. Moi, quand j'essaie de remuer mes ménages depuis 2018, que cette crise électorale a commencé, et qui a débouché sur ce qu'on voit aujourd'hui, mais quand j'essaie de voir les États démocratiques dans le monde, je ne vois pas un seul État prétendument démocratique dans le monde où les marches sont interdites. Parce que les seuls pays, quand j'ai fait une petite analyse avec une petite étude de quelques instants, les seuls pays dans le monde où les marches sont interdites, c'est la Corée du Nord, c'est la Chine, c'est Cuba. Mais qui ont au moins l'avantage de ne pas se présenter aux yeux du monde comme des régimes démocratiques. Parce que dans tous ces pays-là, il n'y a pas de pluralisme politique, il n'y a pas de parti d'opposition là-bas. Mais le Cameroun ne peut pas prétendre être une démocratie. Un pays où on accepte le pluralisme politique et en même temps faire la négation des éléments même qui caractérisent la démocratie. Non, ça, ce n'est pas possible. Quand vous voyez, aujourd'hui, la liberté d'opinion est un principe sacré de fonctionnement de la vie en société. Quand vous voyez les syndicats qui ont le droit de faire grève, vous pensez que c'est quoi? C'est la conséquence de la liberté d'opinion. Même quand un membre du gouvernement démissionne, c'est vrai que Jean-Pierre Sévénement disait qu'un membre du gouvernement, il ferme sa gueule ou il démissionne. Il ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est la conséquence de ce que, dans tout groupe social, vous avez le droit d'exprimer une opinion contraire. Et pour ce qui est des partis politiques, la marche fait partie des incréments de protestation, d'expression du sentiment contraire. C'est ça les marches. Donc on ne peut pas se comporter comme si au Cameroun, nous devons avoir un régime spécial, une démocratie assez spécifique et subjective, parce que taillée à la mesure du RDPC et qui consiste à empêcher les partis d'opposition de s'exprimer publiquement et dire qu'il y a démocratie. Non. Mais il faut le dire. Le professeur Kamto est dans un régime de... Vous avez parlé de prison, mais moi je dis effectivement c'est la prison. À la seule différence que la prison, de par la terminologie juridique, est un endroit où des personnes qui sont soit en détention, soit condamnées par une décision de justice, sont mises, sont internées. C'est là-bas, c'est ça la prison. Mais dans le cas du professeur Kamto, vous avez quelqu'un, il n'y a aucun acte judiciaire,
qui le maintient gardé chez lui, mais vous avez une horde d'hommes en tenue qui sont immobilisés devant son domicile et qui empêchent non seulement qu'il sorte de son domicile, mais en plus que ceux qui viennent le rencontrer ne puissent pas avoir accès à lui sans le bon vouloir de ces gens-là qui sont devant chez lui. Et je dis, ça c'est les caractéristiques d'une véritable dictature. Et contrairement à ce que d'aucuns pensent, notamment Madame Marlise Douala-Bel, il faut les opposants, du moins certains comprennent. Nous sommes dans un régime de dictature pratiquement séculaire. Une dictature qui est enracinée depuis une quarantaine d'années, on ne va pas la démobiliser en 2 jours, mais vous devez vous mettre dans la tête que les Camerounais comprennent ça. Ça va prendre le temps que ça va durer, que ça va prendre, mais tôt ou tard, ce changement, il va arriver. On est au bout du bout. Elon Kambia, en parcourant les journaux cette semaine, on observe qu'il n'y a pas que le professeur Kamto qui est dans une situation assez complexe. Il y a, et c'est le journal Le Jour qui nous l'indique, Bibou Nissak et Alain Fouguet n'ont pas été extraits de leur cellule pour l'audience qui était prévue jeudi dernier au tribunal de grande instance du Foundi. Le journal Émergence souligne que c'est une situation qui préoccupe l'Organisation des Nations Unies, qui condamne le Cameroun face à ce musellement de l'opposition. Et donc, finalement, c'est une situation qui préoccupe également, qui attire l'attention de la communauté internationale. Oui, effectivement. La situation sociopolitique du Cameroun, et notamment ce que vit le président national du MRC et beaucoup de ses proches collaborateurs, dont son porte-parole Bibou Nissak, un autre membre du directoire Fouguet, et d'autres personnes qui ont été arrêtées, interpellées, qui sont en détention dans des prisons à Douala, à Yaoundé et dans certaines autres unités de police et de gendarmerie, préoccupent au plus haut point les Nations Unies. Et je voudrais dire que le Cameroun a commis vraiment des actes en violation du code de procédure pénale, des textes juridiques qui sont censés faire du Cameroun un état de droit, tels que des pays frères se sont mis à copier le mauvais exemple. Voyez-vous ce qui se passe en ce moment en Guinée-Conakry, avec l'élection présidentielle. Vous voyez que le président Alpha Condé, président sortant, a fait séquestrer son challenger, Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition, parce que, selon les autorités gouvernementales guinéennes, il s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Et la solution qu'il trouve appropriée pour prendre, c'est de le séquestrer chez lui. Et ils l'ont fait après avoir vu ce qui s'est passé au Cameroun. C'est pour ça que le Cameroun exporte les mauvais exemples en matière de dictature en Afrique. Je le dis de bonne source, parce que nous avons des correspondants sur le terrain en Guinée-Conakry et qui sont capables de fouiller, de bêcher et de nous dire comment est-ce que ça a pu se passer pour qu'on le séquestre. C'est parce que les autorités guinéennes ont vu comment on a séquestré Maurice Kamto au Cameroun. Ils ont pris le même exemple. Puisque c'est sans aucune décision de justice. Allez vérifier. Cellou Dalein Diallo est séquestré chez lui, comme Maurice Kamto. Et tout cela préoccupe non seulement les pays amis, mais la communauté internationale et au plus haut point, les Nations Unies. Je le dis pourquoi? Parce que très récemment, le comité des experts des droits de l'homme qui s'est réuni et a fait un communiqué sur la situation du Cameroun en demandant, sur le cas de Maurice Kamto, aux forces de sécurité de libérer les lieux parce que visiblement c'était une situation illégale et arbitraire. Ils n'ont pas été écoutés. Ils ont également demandé de libérer toutes les personnes interpellées dans le cadre des marches du 22 septembre. Le gouvernement qui avait été interpellé d'abord, ça il faut le souligner, ils avaient demandé la version du gouvernement. Le gouvernement n'a pas donné sa version. Ils ont fouillé, enquêté, obtenu des renseignements sur la situation des personnes interpellées, arrêtées par le MRC. Ils ont eu d'autres informations. C'est alors qu'ils ont sorti leur communiqué. Et c'est après leur communiqué seulement que le gouvernement réagit en donnant pour la première fois ce qu'ils estiment être le nombre de personnes qui ont été arrêtées, ce qu'ils estiment être le nombre de personnes qui ont été libérées. Mais le collectif des avocats, le collectif Sylvain So, a fait également un rapport là-dessus. Et on voit bien que entre ce que le gouvernement a dit et ce que le collectif Sylvain So, des avocats qui défendent les personnes interpellées par le MRC, ont révélé, il y a un gap, il y a un fossé. Où se trouve la vérité? Et je pense que dans les jours, dans les semaines à venir, et après l'extension du délai qu'a donné Antonio Guterres, pour que le Cameroun puisse
parvenir à un cessez-le-feu sur la question de la crise anglophone, mais également en ce qui concerne les recommandations faites par le comité des experts des droits de l'homme de l'ONU, qui sont un comité constitué des personnalités indépendantes, il faut le rappeler. Il ne faudrait pas que le gouvernement soit surpris qu'il y ait, d'ici avant la fin de l'année, un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau des Nations Unies, que ce soit par l'Assemblée générale, que ce soit par le Conseil de sécurité, qui va finalement s'asseoir pour évaluer la situation et prendre des décisions, y compris des décisions, des sanctions ciblées, qui pourraient être faites à l'encontre non seulement des membres du gouvernement, mais également des responsables des groupes armés, si on ne parvient pas à obtenir ce cessez-le-feu-là. Alors, vous avez la parole, vous la gardez pour le dernier tour de table et concernant le dernier sujet. Edmond Kamgia, on parle de cette confusion autour du statut juridique du professeur Maurice Kamto, qui depuis un mois est en prison chez lui. On ne sait au nom de quel texte, au nom de quelle loi. Une confusion qu'on a également observée visiblement cette semaine dans l'affaire de la taxe sur les téléphones et les terminaux importés. Il y a eu une loi qui a été adoptée en décembre 2019 et promulguée par le président de la République, faisant état de cette taxe numérique donc sur les téléphones portables, avec notamment la possibilité pour les opérateurs de prélever donc pour reverser dans le cadre des taxes douanières, et bien après une levée de bouclier, pour reprendre les termes utilisés par la nouvelle expression. Le gouvernement a battu en retraite. Ce sont les termes de ce journal. Et le journal Émergence parle de rétropédalage. Mais la question que je pose, c'est celle que le journal Le Messager semble également se poser, c'est sur la forme de cette décision. Le secrétaire général à la présidence de la République a écrit au secrétaire général des services du Premier ministre pour lui dire au Premier ministre que le président de la République a dit qu'il faut surseoir à cette taxe-là. Oui, en réalité, c'est deux questions que vous posez. Alors, on va dire ça comment? Droit administratif nouveau. Je commencerai par la dernière question que vous avez posée. Au Cameroun, j'ai souvent dit sur ce plateau, je me suis souvent posé une question sur ce plateau. Pas une fois, pas deux fois. En utilisant le titre d'un excellent ouvrage de Pierre Flambon Gayap, du sénateur Gayap, Cameroun, qui gouverne? Parce que lorsque l'on voit la manière dont il y a les échanges épistolaires entre le secrétaire général de la présidence de la République et son homologue des services du Premier ministre, et des instructions qui sont données par, je dis bien, des instructions, parfois c'est sur haute instruction du président de la République, parce que c'est comme ça qu'on commence parfois les communiqués signés Ferdinand Gongo, sur haute instruction du chef de l'État. Il instruit, il demande donc au service du Premier ministre de bien vouloir faire ci, faire ça. Et une des autres choses récentes, c'était d'enlever tout le matériel qu'on avait mis dans les stades par rapport au Covid-19, parce qu'il y aura le CHAN de 2021 et autres. Mais la manière dont le communiqué est formulé suscite des interrogations sur la manière, sur le mode de fonctionnement de la gouvernance au Cameroun. En réalité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça laisse un mauvais présage. Et on avait fait tout un débat sur ce plateau sur un texte relatif, n'est-ce pas, à la délégation permanente. La délégation permanente de pouvoir entre le président. Des signatures. La délégation de signatures entre le président de la République et son principal collaborateur. On a observé par la suite qu'après nos critiques, il a étendu cette délégation de signatures, non seulement au secrétaire général, mais de la présidence de la République, mais également à ses adjoints, à d'autres personnes que le secrétaire général. Mais jusque-là, ça ne résolvait pas le problème de fond. Et il y a eu par la suite un autre débat de fond sur la question du gré à gré. Et les mois qui suivent, pendant lesquels le président de la République n'a pas été visible auprès des Camerounais, nous a donné l'impression que le gré à gré que le MRC avait mis sur la place publique et dont le président national avait par la suite évoqué et même commencé à déclencher un processus de vacances à la présidence de la République, on s'est rendu compte que tout cela était fondé. Mais nous sommes heureux de ce qu'il y a eu recul en matière de gré à gré,
Mais nous regrettons que la manière dont la collaboration s'effectue entre le secrétaire général et le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers son secrétaire général, pose encore problème. Maintenant, concernant la carte sur le téléphone, effectivement, nous avons dit qu'il y a une reculade. Le gouvernement a reculé. Et nous apprécions cette reculade ou ce rétropédalage. C'est un signe non seulement de bonne volonté, mais c'est la reconnaissance que l'application de la mesure aurait posé plus de problèmes que la solution que l'on va apporter. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement cherche à engranger le maximum de recettes par tous les moyens. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Ça allait peser lourdement sur le consommateur. Alors, Maître Moustapha Ngouana, quelle peut être la valeur d'un tel document en droit administratif? Je ne sais pas si c'est à vous qui fait poser la question. Est-ce que vous comprenez cette gymnastique-là? J'avoue que j'ai beaucoup de peine à pouvoir comprendre cette technique communicationnelle qui est adoptée par le gouvernement. Parce que, voyez-vous, lorsque le secrétaire général de la présidence de la République prend un texte qui en réalité s'adresse au Premier ministre, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de rupture dans la hiérarchie administrative. Il y a une rupture dans la hiérarchie administrative, même si on essaie de dissimuler cela à travers le secrétariat général des services du Premier ministre, du Premier ministre. Parce qu'en réalité, la mesure a vocation à s'appliquer, à être appliquée par d'autres ministres. Oui. Donc il aurait été séant que le président de la République instruise le Premier ministre directement. Et que le Premier ministre lui aussi instruise éventuellement les autres ministres. Je pense que ça aurait été la meilleure formule. Cet état de... Et dans le cas d'espèce, il y a cette lettre du SGPR au SGPM avec copie au ministre des Finances et au ministre des Télécommunications, des Postes et Télécommunications. Oui, j'ai bien noté qu'il y a une copie à toutes ces autorités. Enfin, pour mettre la braise à votre pipe. Oui, mais on a le sentiment, qu'en réalité, je l'ai dit ici à l'orée de mon propos, que le navire n'a plus véritablement de capitaine, parce que il n'appartenait pas pour des mesures comme celle-là qui portent instruction, que ce soit un ministre qui soit en train d'instruire à d'autres ministres de poser les actes. Le Premier ministre, oui, c'est le premier d'entre eux. Il peut instruire aux autres de poser les actes, parce que, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Il peut instruire ou il peut prendre sur lui-même de prendre les actes en question. Mais celui qui aurait dû le faire, c'était le président de la République. Le président de la République devait le faire, et ensuite le Premier ministre aurait pu instruire aux autres ministres d'avoir posé les actes. En réalité, comme le disait Edmond tout à l'heure, le grand soir se prépare à grands pas. Le grand soir se prépare à grands pas, c'est la nuit des longs couteaux qui se préparent déjà. Et il y en a des différents pôles de discussion du pouvoir, c'est-à-dire qu'affûtent leurs armes et chacun montre ses muscles lorsque l'occasion lui est présentée. Donc, dans le cadre de la nomenclature des actes administratifs, je ne pense pas qu'il appartient donc au secrétaire général de la présidence de la République de donner un ordre, parce qu'en réalité au Premier ministre, parce qu'en réalité quand on écrit au service du Premier ministre, c'est lui qui est censé recevoir l'acte, c'est le Premier ministre lui-même. Donc il ne peut pas donner un ordre à son supérieur hiérarchique. Oui. Donc en réalité, il s'agit d'une mesure malheureuse, mais qui laisse clairement comprendre qu'il y a une espèce de bicéphalisme qui est en train de s'imposer au sein de la République, et c'est bien que les Camerounais soient éveillés et que de temps en temps il y ait des éclairages comme ceux qui sont faits là pour éviter que le gré à gré, comme j'ai entendu dire, puisse éventuellement avoir lieu. Mais il faut que les gens le sachent. Les Camerounais se cultivent davantage, les Camerounais se documentent, et les gens doivent savoir qu'il n'y aura pas de transmission successorale du pouvoir au Cameroun. Ça ne se passera pas. Donc ce qui s'est passé dans les pays voisins et autres, il faut qu'on le dise aux gens. Je crois qu'il y a une limite à ne pas franchir. Cette paix des cimetières qu'on observe au Cameroun ne doit pas faire croire à certains qui peuvent se permettre de tout faire aux Camerounais. Je crois que le moment est venu, lorsque le Rubicon sera véritablement franchi, je ne suis pas sûr qu'il y a une personne sur ce plateau qui laissera que les choses se fassent dans ce sens qui est d'une incongruité lamentable, qui couvre le pays de honte. Elle ne marchera parce qu'elle n'est pas d'accord. De plus en plus, on parle donc de ces manœuvres qui visiblement viseraient à transmettre
pouvoir au SGPR qui, quand même, de plus en plus s'illustre par des communiqués, des textes où il y a des instructions qui sont données au Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, mais sous l'aval, sous la plume du président de la République. Beaucoup redoutent que le président de la République, chef d'État, est en train de passer subtilement la main au SGPR. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Et il y a Maître Moustapha Ngouana qui a insisté sur ce qu'il a appelé le grand soir. Il a parlé de la nuit des longs couteaux. Je rappelle que quand on parle de la nuit des longs couteaux, on fait allusion à l'Allemagne nazie. Ce sont ces images-là qui sont très embêtantes. Il faut qu'on les évite parce que ça n'a pas fait du bien à l'Allemagne, ça ne nous fera pas de bien. Donc il ne faut même pas le souhaiter. Quelle analyse vous faites de ce que je veux, laissez-moi parler. Le président Kamto a enfreint une loi. Tout le monde sait que la loi sur les libertés, en ce qui concerne la liberté de manifester, il y a des conditions qui n'ont pas été remplies. Le président Kamto a quand même décidé de défier. C'est toujours la question là. C'est toujours la question qu'on a posée. Excusez-moi. Vous êtes hors sujet. Elle introduit la réponse, je crois. Elle introduit la réponse. Il doit avoir quand même une corrélation avec le Moi, laissez-moi. Mais on est dans un pays libre. C'est comme ça que vous allez nous. Mais pas libre d'être hors sujet. Mais pas libre d'être hors sujet. On est même libre d'être hors sujet. Vous soutenez Kamto qui a été hors sujet. Donc maintenant, laissez-moi chuter pour dire que... Mais vous faites pas mal, hein? Moi, je suis peiné vraiment pour cette situation du président Kamto. Parce que pour moi, le MRC était un maillon très important dans le cheminement dans l'implémentation de notre démocratie. Et à un moment donné, il y a eu déraillement. Et je ne sais pas ce qui a provoqué le déraillement, certainement la confusion entre intelligence et sagesse. Revenez au sujet. Non, mais elle est en train de finir son temps de parole. Je suis en train de finir mon temps de parole. Pour dire que moi, je dirais au président Paul Biya de pardonner au président Kamto. Il a commis une erreur, tout le Cameroun le sait. C'est pour ça que sa marche ne pouvait pas prospérer. Okay. Mais maintenant, on a besoin qu'il soit là. Moi, je pense qu'il manque à la scène politique. Donc, mais ne me faites pas encore chuter, j'ai pas fini. J'avais noté tout à l'heure. Une deuxième chute. Oui. Maintenant, en ce qui concerne la loi fiscale, oui. L'application de la loi sur le rétropédalage du gouvernement sur le sujet. Moi, je ne dirais pas rétropédalage parce que c'est un mot qui traduit la réalité. Non, il ne traduit pas la réalité, qui disqualifie absolument le regard et l'écoute du président de la République. Ce qu'il faut retenir et vendre, c'est le fait que le président de la République ait pris note que cette disposition dérange... Mais sauf qu'il n'écrit pas directement. Et c'est ça le problème. Peu importe. Vous, ce qui vous arrange, c'est de pouvoir expliquer qu'il n'a pas écrit. Mais quelle est l'importance? L'importance, c'est quoi? C'est qu'il y a eu sursis. Voilà. Ok, il y a donc eu sursis parce que le président de la République a pris note qu'il y a matière à être un peu sur la réserve et de se donner le temps de voir venir. C'est un acte que vous saluez, Maître Désiré Sikati. Si on veut rester sur le fond, ou bien vous préférez dire un mot également sur la forme, je veux dire ces correspondances-là. Ben, déjà, vous avez posé la question de savoir si c'était conforme à la loi au droit administratif. Moi, j'ai envie de dire que on est là dans le cadre d'un conflit successoral futur et qui malheureusement ne respecte pas toujours les règles de la loi. D'ailleurs, au Cameroun, en dépit du principe de la séparation de pouvoir, vous allez voir que tous les actes politiques qui sont pris au Cameroun par le pouvoir exécutif échappent à la loi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'on a des camarades qui sont gardés à vue depuis pratiquement plus d'un mois. Donc ne parlez pas de la loi lorsque les actes concernent le régime. C'est des actes qui sont au-dessus de la loi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là, si on avait un pays où les conseils ministériels se tiennent normalement, parce que dans la plupart des pays, c'est une fois par semaine. Ouais. Normalement, le président de la République aurait la possibilité de donner directement les instructions à son Premier ministre. Nous savons tous que sur le plan protocolaire, le Premier ministre passe avant le secrétaire général à la présidence. Donc, même si le secrétaire général de la présidence a reçu une délégation de signature, il y a quand même une incongruité
à voir qu'il donne des instructions au Premier ministre qui est son chef. Voilà, donc, et c'est la raison pour laquelle on se pose la question de savoir, est-ce que Paul Biya, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il ne gouverne pas par des photos? Est-ce que le Cameroun est gouverné? Et il faut bien se rappeler, Edmond l'a dit, peut-être, bon, il a donné l'impression qu'on parlait du gré à gré. Le gré à gré, non, il ne s'est pas fini. Quand je parle de conflit successoral futur, ça c'est une lutte une lutte de clan au sein du régime qui voudrait que, après M. Biya, que ça se passe comme ça s'est passé dans d'autres pays que chacun d'entre nous connaît. Oui. Mais seulement, il faudrait qu'on comprenne que le Cameroun, même si on n'est pas une démocratie, parce que si on l'était, il n'y aurait pas Maurice Kamto ne serait pas en prison chez lui, en dehors de tout acte de justice, mais il faudrait que ces dirigeants comprennent qu'il y a un certain nombre de choses que les Camerounais ne vont jamais accepter. Et même le gré à gré. Nous savons tous que lors de la dernière session, non, je pense que c'est l'avant-dernière session parlementaire, la question de la modification de la Constitution pour introduire un mécanisme de dévolution du pouvoir, selon le mode de gré à gré, avait été à l'ordre du jour. N'eût été tout... La levée de bouclier. Oui, la levée de bouclier qui avait été faite par le MRC et certains et d'autres partis d'opposition qui voyaient les choses dans le même sens. Je pense qu'il y aurait eu cette réforme constitutionnelle. Donc, je suis loin de penser que le régime en place a abandonné ce gré à gré. A abandonné le gré à gré. Là, ce qu'ils sont en train de faire, ça se voit bien qu'il y a des clans qui sont en train de s'entremêler pour s'étouffer, et celui qui va sortir vainqueur, c'est lui qui pourra imposer ce gré à gré. Mais le peuple camerounais, comme l'a dit mon confrère Moustapha Ngouana, ce n'est pas une question qui va se gérer avec indolence le moment venu. Je pense que s'ils essaient... Surtout qu'il a parlé de la nuit des longs couteaux. Oui, je pense que chaque... Les SS, pendant au moins, le RDPC réussit souvent à diviser les acteurs de l'opposition. Mais l'avantage, au moins, c'est que sur cette question-là, il y a l'unanimité. Donc c'est nous qui avons fait que le SDF vous laisse au Carrefour. Voilà. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Merci, madame, messieurs, d'être venus sur le plateau de Droit des réponses. Merci à vous. Marlise Dorabel d'être venue sur ce plateau. Vous êtes militante du RDPC et vous représentez votre formation politique et vous êtes communicante d'Union. Merci d'être venue. Merci à vous, Maître Désiré Sikati, d'être venu sur ce plateau, avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci à vous, Edmond Kamgia. Vous êtes journaliste, éditorialiste à La Nouvelle Expression et consultant sur Droit des réponses sur Equinox Télévision. Merci à Maître Moustapha Ngouana, qui est conseiller juridique national du Social Democratic Front et avocat au barreau du Cameroun. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Droit des réponses. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.